C'est ça la question. Dans la salle de classe, quelqu'un veut dire quelque chose? Je n'ai pas entendu la salle de Monsieur, classe. s'il vous plaît, vous pouvez réitérer. Oui. Est-ce que c'est Monsieur, possible? Oui, allez-y. moi j'ai envie de dire que je Monsieur, pense déjà, que nous, on n'a pas compris la question. S'il vous plaît, on sera à la bourre. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est possible qu'une personne, après avoir surmonté une infection, peut passer de séropositif à séronégatif? Je pense que c'est possible, monsieur. Oui, ok, expliquez comment. Si les anticorps ont disparu dans l'organisme. Monsieur, je pense que lorsqu'une personne est peut-être atteinte d'une maladie et que cette personne guérit, il peut ne plus y avoir présence d'anticorps, mais il y aura le développement d'une immunité, on va dire ça comment, d'une mémoire, autant pour moi. Ok, Si au cours d'une mais longue période, oui, mais la personne n'est pas mise en contact avec la maladie, forcément, il y aura, je ne sais pas comment dire le terme, mais la mémoire va être perdue en quelque sorte. C'est la un peu le même mémoire, principe avec les vaccins inactivés. Parce qu'il faut abs, passer plusieurs doses aussi. abs, absolument, absolument. Une fois que la mémoire est perdue, vous n'avez plus la possibilité de produire des anticorps contre cet antigène-là. Ce n'est pas possible. OK? Il y a des infections qui créent une longue mémoire. D'autres infections ont une courte mémoire. Qu'à cela ne tienne, dans le cadre, par exemple, des voyages, on a pensé pendant longtemps qu'une fois qu'on a eu le palu, on aura le palu toute la vie. Parce que on a pensé que puisque les anticorps sont toujours présents, on se dit que cette personne-là a toujours un problème de palu. Et donc, dans les pays développés, ou du moins, soyons spécifiques, aux États-Unis, en tout cas, il y avait un problème de don de sang pour les personnes qui ont voyagé dans des régions du monde où il y avait le palu. Et à cause de la réputation du palu, eh bien, ces personnes-là ont systématiquement été mises de côté pour ne pas pouvoir donner de sang parce qu'ils ont eu le palu une fois. Or, on sait maintenant aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on a été exposé à Plasmodium falciparum que tout le reste de la vie, on va avoir Plasmodium falciparum dans le sang, d'une part, et que d'autre part, même si Plasmodium falciparum est détruit, que les anticorps vont systématiquement être là. La réponse est non. Parce que la mémoire peut s'amenuiser dans le temps. Et une fois que cette mémoire est perdue, vous devenez comme si vous n'avez jamais été séropositif. Donc, effectivement, on peut passer de séropositif à séronégatif. Très bien. Avançons. Donc, comment est-ce qu'on fait pour quantifier les interactions entre les anticorps et les antigènes? Il faut faire ce qu'on appelle simplement des titrations. OK? Ces titrations-là utilisent des plaques comme celle que vous voyez là, qui est une plaque à 96 puits. Alors, si vous regardez, il y a 8 puits dans ce sens-là, donc de A jusqu'à H. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puits. OK? Et puis, il y a 12 puits dans le sens de la longueur. Donc, la colonne, il y a 8 colonnes.
Et puis, non, qu'est-ce que je raconte? Il y a 8 lignes et 12 colonnes. Et alors, les colonnes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc, en tout, vous avez 96 puits. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? S'il vous plaît, monsieur, chez nous, il y a eu une coupure, il y a eu une déconnexion. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu, s'il vous plaît? OK, je disais qu'à présent, on va regarder comment est-ce qu'on quantifie l'interaction antigène-anticorps. Parce que oui, sur un plan qualitatif, on va dire qu'il y a une reconnaissance d'un antigène par un anticorps. Mais la question est de savoir quel est le nombre de réactions entre l'antigène et l'anticorps. Il y en a combien? OK? Quel est le minimum de concentration d'anticorps nécessaire pour qu'il y ait une réaction positive? Ou quel est le minimum d'antigènes nécessaire pour qu'il y ait une réaction positive, détectable? Et là, on va faire ce qu'on appelle des titrations. Et ces titrations-là vont utiliser des plaques de titration. OK? Et ces plaques de titration, j'expliquais qu'il y avait 8 lignes et 12 colonnes. Donc, ça fait en tout 96. OK? Et comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le titre d'un anticorps en particulier? Eh bien, on va faire des dilutions en série. Et ces dilutions en série, je ne sais pas si vous avez déjà, dans le cadre de votre licence, fait des dilutions en série. Vous avez déjà fait ça? Oui, monsieur. OK, Oui, très bien. monsieur. OK. Donc, vous savez qu'on peut faire des dilutions en série, soit de 2 fois, 5 fois ou 10 fois, d'accord? Où on va diluer 2 fois quand on passe du puits 1 au puits 2, ou 10 fois quand on passe du puits 1 au puits 2. Donc, je vais vous passer les détails. Ici, une fois qu'on a fait une dilution séquentielle, on va ajouter l'antigène à chaque dilution d'anticorps. OK? Et au final, on va déterminer le titre d'un anticorps ou la concentration. Et cette concentration qui va être l'inverse de la dernière dilution. En d'autres termes, si vous avez une dilution 1 dixième, une dilution 1 centième ou une dilution 1 millième, si la réaction est positive à 1 millième, ça veut dire que le titre de votre anticorps, c'est 1000. Donc, l'inverse de 1 millième, c'est 1000. L'inverse de 1 centième, c'est 100. D'accord? Donc, ça, c'est l'exemple que je donne ici. Le résultat positif est observé à 1 256e. D'accord? Mais on n'a pas observé de réaction à 1 512e. Donc, le titre de l'anticorps est 256. Donc, l'inverse. OK? Et ces plaques que vous voyez là, on les appelle des plaques de microtitration. OK? Alors, on a déjà un peu défini comment on fait pour... on a déjà parlé un peu comment on fait pour produire
les anticorps monoclonaux et les anticorps polyclonaux. Donc, en réalité, ici, oui, Grâce, vous avez une question? Grâce, vous avez une question? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous aviez posé une question. Vous avez demandé si on peut quitter de la séropositivité à la séronégativité. Si on va Mhm. sur le principe de l'infection au VIH, étant donné qu'on ne peut pas faire, on peut pas, une personne qui était testée séropositive ne peut plus être testée séronégative, c'est ça? Quel type en fait, ma question, j'ai pas bien compris le mécanisme et puis je veux savoir, en fait, quel est le type d'immunité ou de mémoire qu'on développe lorsqu'on est atteint du VIH? Est-ce que c'est une immunité courte, enfin, une mémoire courte ou une mémoire longue? Parce que j'ai pas bien compris. Alors, les virus typiquement donnent une mémoire courte. OK? De manière typique, les virus donnent une mémoire courte. Et pourquoi est-ce que les virus donnent une mémoire courte? Parce qu'ils ont aussi un court cycle de vie. Et qu'en général, nos cellules savent, notre corps sait se débarrasser des virus relativement facilement. OK? Et que les virus en général ont des particules, bien qu'immunogéniques, ne sont pas hyper immunogéniques. Ça, c'est déjà sur un principe de base. Maintenant, pour partir dans le cas du VIH, oui, une personne peut être séropositive et devenir séronégative après. Tout dépend de ce que son corps sait faire au niveau de l'élimination, au niveau de l'élimination du virus. C'est vrai, on parle du VIH comme étant, bon, la fin du monde, mais en réalité, ça n'en est pas. Ça n'en est pas parce que le virus, euh, le virus du VIH est un virus tempéré. Donc, par définition, c'est un virus qui peut rester en veille dans votre corps pendant toute votre vie sans même savoir que vous l'avez. OK? Maintenant, au-delà de cela, le corps est capable de se défendre et de détruire ce virus. Lorsque ça se passe, si ça se passe, que le corps est capable d'éliminer le virus, à ce moment-là, eh bien, le corps peut perdre la mémoire à ce virus. Mais tant que ce virus est dans le corps ne va jamais perdre la mémoire à ce virus. Donc, la personne va rester séropositive. Mais si le corps est assez efficace pour éliminer toutes les particules de virus qui sont dans le corps et que la personne passe assez de temps sans virus dans le corps, la mémoire va s'amenuiser et disparaître et la personne peut devenir séronégative. Donc, euh, sur un plan du principe de base, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, dans ce que je dis, c'est un principe de base. Ça ne veut pas dire que sur un plan clinique, qu'effectivement, quelqu'un qui est séropositif va devenir séronégatif. Non, je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? Donc, il faut comprendre la différence entre les principes de base et ce qui se passe chez un individu de manière classique. Parce que tout dépend de plusieurs facteurs. Tout dépend du style de vie de l'individu, ce que vous mangez, plein de choses peuvent affecter le statut. Il y en a qui, par exemple, ont, euh, ont
comment dire, un profil diététique qui est tel que le système immunitaire est tellement fort qu'il arrive à détruire à peu près n'importe quoi dans un temps assez court. Si vous allez dans nos villages, vous allez remarquer que les gens sont en relative bonne santé. Bon, je ne parle pas du village de 2025, hein, ok? Je parle du village que lorsque moi j'étais petit, nous on allait au village, on voyait des gens à 90 ans, ils étaient encore là et ils ne souffraient pas de maladies qu'on connaît à Libreville. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait que ces gens-là à 90 ans, ils étaient encore en pleine forme, ils allaient même encore même au champ et ils faisaient des choses, mais qu'est-ce qui fait qu'ils étaient aussi solides? Eh bien, c'est parce que ils avaient un style de vie et une façon de manger qui renforçait leur système immunitaire de telle sorte que même quand ils étaient séropositifs à quelque chose, ils pouvaient redevenir séronégatifs. Et c'est ce qui expliquait que leurs organes fonctionnaient bien, même à l'âge de 90 ans. OK? Donc, encore une fois de plus, je ne parle pas de 2025. OK? Parce que on mange quoi à Libreville? On mange la nourriture qui est dans les boîtes, qui est traitée d'une manière industrielle. Enfin bon, bref, fermons cette parenthèse. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, plus ou moins. OK, c'est quoi le moins? Ça viendra tout doucement. OK, OK. Merci. Uh-huh. Donc, euh, donc, en fait, ici, ça, c'est simplement pour vous montrer comment on fabrique ou on obtient des anticorps monoclonaux. Donc, une fois qu'on a obtenu ces anticorps monoclonaux, à partir des mécanismes qu'on a vus avant et qui sont encore résumés ici, donc de manière spécifique, vous avez un modèle animal qui est injecté par un antigène et la réponse immunitaire à cet antigène va être la production euh, de cellules B avec des B-cell receptors qui varient énormément. Donc, on va avoir plusieurs clones et parmi ces clones-là, on va avoir les plasmocytes qui vont produire des anticorps et on peut isoler ces anticorps-là, soit en tant que groupe d'anticorps sans pour autant les séparer, soit en les séparant type d'anticorps par type d'anticorps. D'accord? Là, en l'occurrence, ici, nous avons des anticorps polyclonaux parce que vous avez celui-là, cet anticorps-là, ce n'est pas le même que celui-là, d'accord? Qui n'est pas le même que celui-là. Donc, nous avons ici des anticorps polyclonaux parce que l'antigène lui-même, il est avec plusieurs épitopes, d'accord? Donc, vous avez la production d'anticorps chez les lapins. Ces anticorps qu'on peut produire, bon, pas simplement chez les lapins, ça peut aussi être chez le rat ou un autre modèle animal. Ces anticorps qu'on peut produire, on peut produire des anticorps anti-humains. En d'autres termes, on va prendre des antigènes humains qu'on va utiliser comme antigènes chez le modèle animal et ces animaux-là vont produire des anticorps contre les antigènes humains. Et quand ils auront produit des anticorps contre les antigènes humains, et là, on pourra maintenant utiliser ces anticorps-là pour pouvoir caractériser certaines, euh, certaines molécules qu'on retrouve à la surface de certaines cellules humaines.
Et on peut utiliser ça pour combattre les cellules, y compris, par exemple, dans le cadre de la thérapie contre le cancer. Parce que les antigènes qu'on trouve sur les cellules cancéreuses sont des antigènes humains. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour produire les anticorps monoclonaux contre ces antigènes humains. Eh bien, c'est en passant par cette procédure-là. OK? Alors, quels sont les immunoassays qu'on utilise couramment? Ces immunoassays qu'on utilise couramment, vous avez peut-être entendu parler d'ELISA, d'accord? Ça, c'est un des immunoassays qui est vraiment, vraiment commun. Mais qu'à cela ne tienne, avant qu'on ne parle peut-être d'ELISA et d'autres procédures, en fait, ici, on va utiliser des anticorps, bien entendu, mais ces anticorps sont en général marqués. Et pourquoi est-ce qu'on marque ces anticorps? Parce qu'on veut les rendre détectables. Vous avez par exemple vu le cas par exemple des tests de grossesse. Un test de grossesse va cibler une molécule qui est dans les urines. Cette molécule s'appelle HCG, Human Chorionic HCG, Human Chorionic. J'oublie le G, ce que le G signifie. Je vais chercher ça rapidement. Human chorionic gonadotropin. There we go. Human chorionic gonadotropin. Alors, le human chorionic gonadotropin est une molécule qui est produite de manière abondante dans les premières semaines lorsqu'une femme tombe enceinte. Et on a su produire les anticorps monoclonaux contre cette molécule HCG. Et cette molécule HCG va interagir avec les anticorps monoclonaux. Et lorsque la réaction est positive, la femme va voir que je suis enceinte. OK? Ça, c'est un exemple. Le même principe s'applique au test du COVID qui utilise les anticorps. D'accord? Donc, les anticorps sont marqués et ce marquage permet une coloration de la réaction lorsque la réaction est positive. Donc, cette coloration va être causée par la présence d'enzymes. Okay? Ces enzymes-là sont celles qui vont faire en sorte que la couleur puisse se développer. Okay? Vous avez des enzymes qui causent le développement des couleurs fluorescentes ou bien de couleurs qui ne sont pas nécessairement fluorescentes, mais qui peuvent être bleus, qui peuvent être rouges, qui peuvent être oranges, qui peuvent être jaunes. Ça dépend euh, de l'agent colorimétrique qu'on aura choisi. Et cet agent colorimétrique, en général, on l'attache à cette enzyme qui elle-même est associée à l'anticorps. Okay? Donc, l'avantage des marqueurs colorimétriques, c'est parce que c'est qu'ils sont
très sensible. Je vous ai parlé du cas, du cas, par exemple, du test de grossesse. OK? Vous avez des tests sérologiques qui, en fait, impliquent la formation d'agrégats. Et ces formations d'agrégats, en fait, sont des réactions antigènes, anticorps. Là, en général, ce qui est bien avec la formation d'agrégats, qui n'est pas nécessairement colorimétrique, d'accord, c'est qu'ils sont simples. Ils sont simples et ils sont moins chers. OK? Et ils sont souvent remplacés par les tests d'anticorps marqués qui, eux, sont plus chers. D'accord? Donc, selon les moyens, on peut choisir plus euh, les agrégats. Au niveau des anticorps marqués, le système est très sensible. Il peut détecter directement l'antigène ou peut détecter l'antigène de manière indirecte. Donc, on peut faire un anticorps qui s'attache à un antigène. On peut faire un anticorps qui s'attache à un anticorps qui lui-même est attaché à un antigène. OK? Donc, ça, là, ça va être de manière indirecte. Donc, il y a le immunoassay qui est direct, et puis il y a le immunoassay qui est indirect. Tout dépend, en fait, de ce qu'on veut faire et la rapidité avec laquelle on veut faire le test et aussi la quantité d'argent qu'on est prêt à mettre pour le test. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans les tests sérologiques directs. Ces tests sérologiques directs permettent d'identifier directement un antigène inconnu, connaissant bien entendu l'anticorps. Donc, vous devez connaître l'anticorps pour détecter un antigène inconnu. OK? Il est 10h02. Comment ça se passe pour vous là-bas? Comment ça se passe? Monsieur, comment ça se passe, c'est-à-dire? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Tout va bien? Oui, monsieur, on est là. OK. OK. On va peut-être arrêter notre conversation ici et on va continuer la conversation. On va continuer la conversation vendredi. C'est OK? Oui, D'accord, monsieur. monsieur. OK. Donc, n'oubliez pas de faire votre TD. Enfin, je vais d'abord arrêter de partager l'écran. Et puis, arrêter d'enregistrer.